prendre son courage à deux mains et tout plaquer. Pour refuser l'ennui, préférer la tranquillité ou choisir l'aventure, la vraie, celle qui a du sens, rallumer la flamme. Ils et elles l'ont fait, voici leur histoire. Je prenais du recul à ce moment-là, je me disais, en fait, là, j'ai pas fait ça pour écrire des trucs sur Nabila, quoi. En fait, je m'en cogne complètement et c'est pas l'essence de ce travail, justement. Je trouvais que c'était égratigner le boulot que de faire ça. C'est en Haute-Savoie que nous sommes partis à la rencontre d'Agatha Rosset pour qu'elle nous raconte son changement de vie. Il y a 8 ans, elle a plaqué sa carrière de journaliste et sa vie bien remplie à Paris. S'ensuit l'apprentissage d'un nouveau métier. Mais entre la compétition, des comportements sexistes et des journées interminables, ce changement est éprouvant. Avec sincérité, Agatha nous raconte son parcours dans l'entrepreneuriat, avec ses hauts et ses bas, et les difficultés de concilier sa vie personnelle avec son nouveau métier. Alors moi je viens de loin, je suis née en Pologne en fait, donc il y a 40 ans bientôt, dans quelques semaines. Je suis arrivée en France quand j'avais 4 ans, donc en 1987. Voilà, avec mon père qui travaillait déjà un peu en France et donc a fait venir ma mère avec nous, on était 4 enfants. Pour, on va dire, l'espoir d'une vie meilleure hors du communisme. Et puis, après, on a grandi dans un milieu pas très favorisé, en banlieue parisienne, dans une cité HLM avec tous les problèmes qu'on peut connaître dans les cités HLM, mais avec une éducation plutôt, on va dire, semi-bourgeoise, parce que les parents de mon père étaient quand même un peu bourgeois. Bien que mes parents soient séparés quasiment à notre arrivée. Et puis, on a eu la chance de pouvoir déménager dans une petite maison quand j'étais au lycée. Ça a un peu changé le cours de notre vie parce qu'on est sorti un peu de, on va dire, de cette misère ambiante qui était difficile quand même à vivre au quotidien. Et ma mère a travaillé un peu, comme on était en banlieue parisienne, c'était assez facile d'aller bosser à Paris. Donc, elle a bossé chez Tati, elle a bossé aussi au Leclerc à côté de chez nous. Elle était au rayon fruits et légumes. Enfin, voilà. Alors, moi, j'ai fait des études. Alors, on a été quand même, élevé pour la réussite, mais surtout pour ne pas être dans la misère sociale, quoi. Le seul souci, c'était la méconnaissance du système éducatif français pour mes parents. Enfin, quand je dis mes parents, après, là, je parle de ma mère et de mon beau-père. Ils ne connaissaient pas du tout l'après-bac. Donc, ça a été des moments très difficiles pour moi parce qu'en fait, je ne savais pas trop vers quoi m'orienter. J'ai fait un bac littéraire. Et puis, je me cherchais. Et puis, il y a une copine qui m'a parlé du CFPJ, donc, qui prenait post-bac ou après 2 ans ou 3 ans d'études. Et donc, j'ai postulé. J'ai passé le concours d'entrée. Et donc, c'est là que je suis entrée à l'école de journalisme. Et ça a été une révélation. Je me suis dit, OK, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, voilà. Alors, ce qui m'a plu, c'est vraiment raconter les choses. Et on nous a quand même rapidement mis sur le trottoir rue du Louvre à Paris pour aller interviewer les gens. Et puis, c'est très, très difficile d'aller parler aux gens. Donc, ça te sort un peu de tes retranchements. Je suis quelqu'un de très timide à la base. Ça a été pour moi une grosse révélation parce que ça oblige un peu à l'ouverture. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je vivais un peu dans mon microcosme de banlieue. Moi je rêvais de grande ville, quoi. Et c'est vrai que là, se retrouver à parler avec des gens sur le trottoir parisien, et ça c'était super. Et la chance que j'ai eue, c'est que c'était une école qui se faisait en alternance. Moi, j'avais trouvé un job dans le journal local du Val d'Oise où j'habitais. Et là, pour le coup, c'était vraiment Tintin, quoi. Voilà, j'ai signé mon contrat, on m'a donné les clés d'une voiture, un appareil photo, et puis hop, coup de pied au cul, débrouille-toi. Et ça, c'était génial. Et surtout, une confiance absolue du rédac-chef aussi, parce qu'on était tout le temps dans la nature. Il se trouve que quelques mois avant ça, j'avais rencontré Mathieu, qui lui était en Haute-Savoie. Et du coup, ça a été un peu évident qu'on allait s'installer à Paris tous les deux. Comme ça, il pouvait finir ses études à Paris. Et puis moi, du coup, je cherchais un job à Paris. Ça a été un peu galère au départ. Et ensuite, j'ai été recrutée par Yahoo
Alors mon travail concrètement c'était de faire de la veille éditoriale, donc d'aller chercher un peu les articles sur les actus les plus chaudes du jour, aussi bien en France qu'à l'étranger, et de mettre ces infos en page d'accueil avec un titre qui donne envie de cliquer et un petit chapeau. Donc le chapeau c'est le petit paragraphe explicatif pour donner encore plus envie de cliquer. Des mises en avant de choses qui m'intéressaient pas, quoi, je sais pas, de Nabila, de la télé-réalité. Enfin, quand je prenais du recul à ce moment-là, je me disais, en fait, là, j'ai pas fait ça pour écrire des trucs sur Nabila, quoi. En fait, je m'en cogne complètement et c'est pas l'essence de ce travail, justement. Je trouvais que c'était égratigner le boulot que de faire ça. Mais encore une fois, au bout de quelques années, j'ai commencé à me dire que bon, le rêve de Tintin il était un peu loin, quoi, et que c'était quand même plus cool de partir avec ma vieille Clio pourrie pour faire des reportages que de rester derrière mon ordi de 9h à 18h, malgré les avantages que ça apportait. Et il y a eu des bruits de couloir, de plans sociaux, etc. Et en fait, le plan social a été annoncé peut-être 2 mois après. Donc, on avait vraiment flairé le truc. Donc, on avait un cabinet qui nous reclassait, soit pour retrouver un job, soit pour monter une entreprise, soit pour changer complètement de vie, quoi. Et là, je leur ai dit, OK, en fait, là, je veux juste faire autre chose. Et ce que autre chose, c'est la cuisine. C'est dans mon ADN, je crois. En fait, j'ai toujours passé beaucoup de temps avec ma mère dans la cuisine. Alors, c'est hyper bateau, hein, je sais, mais c'est vrai. J'ai toujours été impressionnée par le fait que ma mère, elle faisait toujours les pâtes. Je pense que c'est aussi par le fait qu'il n'y avait pas de pâtes industrielles en Pologne quand j'étais gamine, enfin quand ma mère habitait en Pologne. Donc en fait, tout le monde fait sa pâte, quoi. Et du coup, y a un plat qui est vraiment traditionnel en Pologne, qui s'appelle les pierogi. Donc, c'est des raviolis farcis. Et ça, c'est un truc qui prend un temps monstre. Tu mets du temps à faire la farce, tu mets du temps à faire la pâte. Et ma mère a toujours étalé la pâte avec son rouleau à pâtisserie, même pas avec un laminoir. Enfin, c'est des trucs... moi, j'ai toujours été impressionnée de voir ça. Et puis, en fait, comme je disais, on était 6 enfants. Donc, quand tu fais des raviolis pour 6 enfants plus 2 adultes, c'est énorme. C'est un boulot monstrueux. Voilà, donc j'étais bercée là-dedans, dans les casseroles, quoi, vraiment. Voilà, donc on va commencer. Je vais allumer le feu. Je vais te rallumer le... Qu'est-ce que tu es en train de préparer ? Donc là, je prépare une jambalaya. Donc c'est un plat qui est originaire de Louisiane. Donc c'est un plat cajun. Et voilà, c'est des clients qui m'ont spécialement demandé ça pour ce week-end. J'ai dû trouver une formation. Avec l'argent du plan social ? Oui, tout à fait. Tout était financé par Yahoo à ce moment-là. Donc, je me suis offert une formation chez Alain Ducasse. Il faut savoir que c'est une formation qui coûte 15 000 €, alors que c'est un truc qui dure 3 mois. Hein. Donc, c'est une formation intensive pour adultes en reconversion. Donc c'est une formation où on a 2 mois de cuisine intensive, donc 1 semaine sur chaque thème, donc 1 semaine sur la viande, 1 semaine sur le poisson, etc. Et là-dedans ensuite est intégré aussi le permis d'exploitation. Donc c'est une formation qui permet d'ouvrir un établissement si on a envie après. Enfin, toutes les formations qui sont nécessaires à un restaurateur, quoi. En gros, tout est intégré là-dedans. Ça a été une grosse chance d'être dans une grosse boîte, parce que, je le dis avant toute chose, j'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas eu ma qualité de vie du moment. Sinon, on peut pas faire tout ça si on n'a pas un minimum de sous. Sinon, ça fait un trop gros changement dans la vie, quoi. Et voilà, ça a commencé comme ça. Le plus difficile, ça a été mes parents. En fait, ils ne comprenaient pas comment je pouvais quitter le confort de ma vie parisienne, parce qu'on était arrivés effectivement à une vie hyper agréable avec Mathieu. On avait un bel appartement haussmannien. On gagnait bien notre vie, on partait en voyage tout le temps, etc. Elles ne comprenaient pas comment je pouvais balayer tout ça pour gagner 2-3 fois moins. Et je pense qu'ils se sont un peu dit que je repartais dans la précarité, de laquelle eux, ils ont vraiment... Ils se sont battus pour essayer de s'en extraire, et ils n'ont pas vraiment réussi d'ailleurs. Donc c'est un peu... Ils ne comprenaient pas, quoi.
Mais ça a été le plus difficile pour moi, ça a été de leur annoncer. Et pourtant, j'avais déjà 33 ans, donc en fait, tu fais ce que tu veux, quoi. Voilà, ça va commencer à sentir bon. Et du coup, l'idée, c'est qu'il faut les assaisonner tout de suite, comme ça, après, ça va aussi bien assaisonner le riz. Et puis, comme je vais verser le bouillon, qui est un peu épicé mais pas énormément, ça va bien épicer tout le reste. Mais c'est vraiment de la chimie. Mais il y a un peu de magie quand même. Parce que parfois quand je goûte mes plats, je me dis merde, c'est bon, enfin, c'est moi qui ai fait ça. Donc c'est cool. J'ai passé une année un peu, comme m'a dit Mathieu une fois, tu survolais la vie, l'année de ta reconversion, et c'était vraiment ça. Je me sentais capable de tout, en fait. Alors, effectivement, notre train de vie a été largement diminué au départ. Mais j'ai un mari formidable qui a tout accepté. Il m'a tout de suite soutenue. Pardon, je suis un peu émotive. Hein. Oui, on a dû changer d'appart. Donc, on avait un grand appartement. On est retourné dans un tout petit appartement qu'on habitait déjà avant. Donc, ça a été un peu difficile parce que ça faisait un peu régression à ce moment-là, c'est sûr. Mais en fait, on était heureux, quoi. Je pense que ma femme, c'est un fruit de la passion. Fruit de la passion parce qu'il est, le goût est bon, mais ça pique. Je m'appelle Mathieu, je suis le mari d'Agatha. Qu'est-ce que ça a impliqué pour toi ? C'est carrément amusant et c'est de l'ordre de l'aventure, mais encore une fois, en étant lucide, on avait 30 piges. Pas d'enfants, pas de maison, pas de prêt, pas de rien. Donc on n'avait aucune raison de ne pas le faire, mais toute liberté on ne prenait aucun risque parce qu'on n'a rien à perdre. Est-ce que toi, tu as dû faire des sacrifices de ton côté ? Est-ce qu'à un moment donné, où il y a eu des contraintes dans ce choix-là ? Quand on a déménagé, qu'elle est partie ici, si tu veux, elle était dans son nouveau projet, elle était à fond. Et la première fois où elle est revenue à Paris et qu'elle s'est retrouvée dans notre petit appart qu'on avait quand on était étudiant, là, ça lui a mis une bonne claque. Elle s'est dit, putain, qu'est-ce qu'on a fait ? Je te dis, on a quitté un bel appartement, on a quitté des beaux revenus. Et du coup, là, c'est en rentrant dans le petit appart qu'on avait étudiant qu'elle a pris une bonne claque. Ah, ce qu'elle a dit, j'en sais rien, mais du coup, moi, je crois qu'elle s'est mise à pleurer en me disant, qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que du coup, elle m'a vu, donc elle a pris de plein fouet notre changement. Est-ce que son choix avait impliqué à ma vie, du coup, de me voir tout seul dans le petit appart dans le 15 ? Moi, je suis hyper touchée par son soutien sans faille, quoi, en fait. Il s'est pas posé la question. Lui, il s'est dit... il m'a dit, de toute façon, je vois bien, tu vas être heureuse. Enfin, c'est le truc qui te plaît, fonce, on se démerdera. Et ça, c'est toujours un truc... il me le dit tout le temps. T'inquiète pas, on va y arriver, on se débrouiller. Et effectivement, on se débrouille. Et pas on se débrouille en bricolant ou quoi. C'est qu'on se débrouille et qu'on a une vie très agréable, quoi qu'il en soit maintenant. Donc c'est pour ça que je suis émue, je crois. Voilà, ça, j'ai les légumes pour faire autre chose, c'est parfait. Donc là, les légumes, ils commencent à chanter gentiment. Donc il ne faut pas les colorer, il faut que ce soit juste qu'ils soient translucides. Hein. Voilà. On était venus en Haute-Savoie, je ne sais plus, au mois de février-mars de cette année-là, 2016 donc. Et notre ami Jean-Pierre, qui avait le restaurant L'Observatoire, nous annonce que sa femme est enceinte. Et moi, pour rigoler, je dis, tu sais, je suis en pleine reconversion, chiche, je te file un coup de main cet été, quoi. Je suis arrivée en mai à l'Observatoire, grosse claque, parce que je suis arrivée un dimanche qui est la pire journée là-haut. Aujourd'hui, ils peuvent aller jusqu'à 300 couverts, donc c'est un truc monstrueux. Donc je me suis retrouvée un peu à la tête de la cuisine, comme ça, de façon forcée, quoi. Et Jean-Pierre m'a dit, c'est pas grave, on va prendre le truc en main, on va y aller, on va y arriver tous les deux. Et puis après, il a réussi à recruter d'autres personnes, etc. Ça a été un tremplin énorme parce que Jean-Pierre m'a transmis beaucoup de recettes. C'est quelqu'un avec lequel on partage les mêmes goûts culinaires. Donc, il m'a transmis beaucoup de choses. Et, il a dû me transmettre toutes les recettes du resto rapidement et j'ai dû les intégrer très, très vite. Et puis, tout ce qui était, passer les commandes, gérer l'équipe alors que moi, je venais de commencer aussi. Donc... Ça a été, un vrai accélérateur. En même temps, c'était compliqué parce que je trouvais pas du tout ma légitimité, quoi. Ça faisait 6 mois que j'avais fait ma formation. Je m'attendais pas à me retrouver dans cette situation-là. Mais ça a été hyper bénéfique parce que j'ai appris fois 1000 en quelques mois
à être tout de suite gérer le pass, comme on dit dans les restaurants. Donc c'est toi qui envoies les assiettes, qui les dresses. Ça a été un très très gros challenge, mais moi je me suis éclatée. J'ai fini la saison à l'Observatoire et je suis rentrée à Paris. Il y a un resto, j'ai postulé, c'était donc Apicius, qui a une étoile. Et j'ai passé l'entretien avec le chef et le second, et, qui étaient des gars de mon âge à peu près, et qui ont trouvé ça génial, en fait, ce que je venais de faire pendant ma saison et tout. Ils recrutaient un commis de cuisine. Donc là, je passais... donc d'un coup, j'étais chef, et là, je passais commis de cuisine. Donc c'était voilà, je repartais à la base, mais... On n'était pas sur les mêmes, critères. Sur les mêmes critères. Hein. L'Observatoire, c'est un très bon restaurant, tout est fait maison, etc. Mais là, c'est un restaurant étoilé. Sauf que c'était à peu près les seuls à être très ouverts à ce genre de profil au sein du resto. Donc c'était très compliqué parce que je me suis retrouvée commis de cuisine femme au sein d'une équipe quasiment exclusivement masculine qui avait entre 18 et 28 ans, je dirais, qui me prenait un peu pour une bourgeoise qui s'ennuyait, quoi. Donc, c'était un peu dur de montrer que j'étais là pour apprendre et pas pour juste passer le temps. Ils comprenaient pas, en fait, quand je leur expliquais que j'étais journaliste avant, ils comprenaient pas que je puisse, d'un coup, être payée 1200 balles et faire des horaires horribles, parce que là-bas, c'était vraiment des horaires de dingue. En fait, j'avais surtout un sous-chef qui était exécrable, qui se moquait de moi en fait quand je savais pas un truc. Dans des écoles de cuisine, même si ça change aujourd'hui un peu, heureusement, il y a quand même ce côté misogyne. Et puis, si t'as pas commencé à 14 ou 15 ans, de toute façon, t'es pas un vrai cuisinier, quoi. C'était un peu ça. La transition s'est faite toute seule parce que mon ami et ancien patron de l'Observatoire m'a appelé en me disant « Écoute, je reprends un autre resto sur le Salève et je veux que tu sois ma chef. » Donc... Mathieu et moi, on est en train de chercher du boulot tous les deux en Haute-Savoie pour s'installer. Et il se trouve qu'au même moment, il a trouvé un boulot aussi en Haute-Savoie. Donc on s'est dit, voilà, go, ça y est, c'est le départ. Le restaurant s'appelait le Panoramix. C'était le restaurant qui était à l'arrivée du téléphérique du Salève. C'était super parce qu'on a pris la décision de faire quelque chose de local. Donc utiliser que des poissons du lac Léman, travailler en local avec les légumes, etc. Après, encore une fois, moi, je me suis éclatée. Je faisais des horaires de dingue. Je partais de chez moi à 8h le matin, je rentrais à 2h du mat, mais c'était que du plaisir, quoi, en fait, parce que je passais beaucoup de temps en cuisine. En tout cas, je me sentais plus libre, pas du tout enfermée, en fait. C'est ça qui est rigolo. Alors que j'étais quand même en même endroit, mais... Puis le cadre était incroyable. J'avais une vue sur le lac Léman de dingue. Voilà. Mais c'est vrai que les inconvénients, c'est ça, c'est la fatigue qui peut être extrême d'un moment, parce que les jours de repos, en fait, tu dors. On s'était mis d'accord avec Jean-Pierre que j'allais faire 2 ans auprès de lui. Et après, je faisais ma vie parce que je fais une parenthèse, mais pour moi, la reconversion a été tout de suite évidente dans le sens où je voulais créer mon entreprise un jour. Mais quand j'ai mis les pieds dans la cuisine, je me suis rendu compte que en fait, ça allait prendre du temps et qu'il fallait que je me forme avant. Et il se trouve qu'au bout d'1 an, j'étais enceinte. Donc, du coup, ça n'a pas duré aussi longtemps que ça, parce que j'ai été rapidement arrêtée pour ma grossesse. Donc, j'ai mon bébé. Et j'ai décidé de rester avec lui pendant 6 mois. Et au moment où j'ai commencé à rechercher du boulot, ça a été assez facile, je dois dire. J'ai trouvé du boulot dans un restaurant gastronomique du coin. En fait, le patron est venu me chercher. Et ça s'est très mal passé avec l'équipe parce que, encore une fois, j'étais avec des jeunes hommes. Et ça a été difficile parce que, en fait, j'étais embauchée sur mes conditions. C'est-à-dire qu'il m'a dit « Ok, qu'est-ce que tu veux ?» Et moi, j'ai dit « Voilà, j'ai un enfant, donc aujourd'hui, je ne veux plus travailler le soir. Je ne veux plus travailler le soir et je ne veux pas travailler le week-end. » C'était un peu direct, mais voilà, c'était ça ou rien. Et il m'a dit « Ok, on y va, pas de problème, on fait comme ça. » Sauf que l'équipe n'a pas compris ce traitement de faveur, en fait, alors que c'était une négociation. Ça a été très, très dur. Ça a été dur, vraiment. Je suis restée 2 mois seulement. J'ai pas fait ce changement de vie pour de la souffrance, voilà.
pour moi, ça devait rester du plaisir, et ça ne l'était plus. Donc, tu t'en vas. Donc je m'en vais et là j'ai trouvé un boulot dans un restaurant qui était ouvert du lundi au vendredi et le midi. Et c'était un gros truc parce qu'en fait on avait une équipe d'une quinzaine de personnes et on produisait pour 3 restaurants différents. Et cette expérience-là m'a beaucoup appris parce que pour le coup j'avais une énorme équipe à gérer. 15 personnes c'est vraiment beaucoup, hein. Encore une fois je me donnais beaucoup, énormément. Je travaillais beaucoup, j'ai perdu beaucoup de poids. Et en fait, je me suis vraiment épuisée dans ce job. Donc, je commençais à me dire que peut-être il serait temps de faire autre chose. Mais ce n'était pas très, très clair, en fait, que c'était le moment de me lancer toute seule. Il a fallu que je sois vraiment très fatiguée, que j'aille voir une psy qui m'a dit, en fait, il faut arrêter là, il faut prendre un temps d'arrêt. Et pendant cet arrêt, en fait, les choses se sont mises en place. La création d'entreprise, en fait, est apparue complètement évidente. Et quelqu'un m'a dit, mais t'as vu qu'il y avait un marché bio qui allait se créer à La Roche et tout? Je dis, bah non, pas du tout. Et en rentrant chez moi, juste après cette conversation, je vois le panneau lumineux, appel à candidature et tout. Je dis, bon, je vais passer un coup de fil, on sait jamais. Donc j'ai appelé et j'ai dit, est-ce que quelqu'un qui ferait des plats... Donc c'était bio, hein, donc il fallait rentrer dans le concept quand même. Des plats bio à emporter sur le marché, ça pourrait vous plaire et tout. La nana me dit, mais génial, vous n'y avez même pas pensé. Oui, faites-nous un mail, expliquez un peu ce que vous pourriez faire. Et en fait, je me suis lancée là-dedans pendant cet arrêt de travail. Et puis je suis jamais retournée dans mon boulot parce que j'ai commencé à monter cette idée d'entreprise. Et puis j'avais dit, c'est marrant, j'avais dit à Mathieu quelques semaines auparavant, en fait, ce qui me ferait rêver, c'est de pouvoir cuisiner, mais être en extérieur, mais c'est impossible à combiner tout ça. Et puis paf, quoi. Et du coup, ça remplissait tous les critères. Et quand ils m'ont dit, ok, c'est bon, on y va, on lance le marché et tout, j'en ai pleuré de joie parce que je me suis dit, en fait, je pensais pas que ce qui me rendrait le plus heureuse, c'est d'être sur un étal de marché. Et du coup, ça s'est lancé comme ça, pour le marché bio de La Roche. Bonjour Mireille. Ça va et toi? Ouais. Bonjour. Bonjour monsieur. Il te reste encore un petit peu à manger? Oui. J'ai de quoi faire un plat végétarien et après j'ai des endives gratinées, charcuterie. Déjà un plat végétarien? Pour toi, ouais. Ouais. Et en entrée, j'ai des œufs mimosa. En dessert, j'ai une petite brioche sablée, on va dire, avec des pommes compotées. C'est parfait là. Pour 2? Ouais. Œufs mimosa aussi pour 2? Ouais. Allez. Là, c'est un petit marché bio qui existe depuis bientôt 2 ans. On a commencé en juin 2021. Et nous, du coup, il se trouve que maintenant, ça va faire bientôt 2 ans. Et on a créé une vraie communauté. Parce que ces personnes que vous voyez là, par exemple, viennent tous les samedis. Donc ici, on est en centre-ville, oui, sous une halle. Et donc, vous êtes 4 stands. Et puis moi, du coup, je fais les plats préparés à base de produits bio. J'utilise les légumes de mon voisin, par exemple. Et puis c'est surtout un moment convivial parce que Dédé paye toujours l'apéro. Et c'est un petit marché auquel je tiens beaucoup, même si c'est tout petit. Je suis certifiée à 75% pour pouvoir justement me permettre de prendre des produits parfois qui sont locaux et qui ne vont pas être bio. Alors. Et du coup, je t'ai quand même mis du dessert pour 2 parce que je sais que Pierre, il le mangera. Ça veut dire quoi? Que tu es gourmand. Non, tu me connais bien. Mais... Oui, tu me connais bien depuis le temps. Alors attends, vas-y, pose là, comme ça. J'espère que ça te plaira. Ah bah oui. Hop, voilà. Comme d'hab. Comme d'hab. J'ai pas fait le compte. Alors, attends. On est là depuis le début. Et puis en fait, on réserve maintenant tous les samedis. Puis on a de la chance parce qu'elle nous fait découvrir plein de saveurs. Elle a aiguisé mon palais, en tout cas le mien, j'avoue quoi. Parce qu'il y a des saveurs que j'avais jamais goûtées avant. Voilà. Elle fait un dessert, il y a une sorte de crème et c'est super léger en bouche, voilà. Et moi, comme je suis intolérante donc à plusieurs choses, donc elle fait attention à ça. Donc maintenant, comme elle me connaît, elle dit non, ça tu peux manger, ça tu peux pas manger quoi. Elle a le cœur sur la main. Elle a le cœur sur la main, elle est très attentive.
Et Mais très elle a attentionnée, et puis elle est passionnée surtout, quoi. Passionnée, ouais. Et ça se sent dans sa cuisine le fait qu'elle soit passionnée. Parce qu'elle se réinvente toutes les semaines. Enfin, on n'a jamais mangé deux fois la même chose. Enfin, c'est assez impressionnant quand même. Et surtout, c'est adapté aux saisons. Voilà. Donc, elle fait attention à tout, quoi. Passionnée et passionnante. Je rajoute passionnante. Ouais, parce qu'elle a plein de choses à nous faire découvrir encore. Puis ça, on le sent, quoi. Donc, je m'appelle Valérie. Et moi, je m'appelle Pierre. Dès le premier marché, j'ai eu des demandes immédiates pour faire autre chose, pour aller sur un autre marché, 3 jours après. Donc ça a lancé tout de suite mon entreprise. Des demandes pour des prestations de traiteur, la semaine d'après aussi. Enfin, j'y croyais pas. Et en fait, ça a tellement plu. J'étais un peu, j'étais un peu scotchée parce que ça a vraiment pris tout de suite. Après, j'ai été moins dispo quand même pour la famille et tout, mais c'est pas le même contexte parce que quand je suis sur un marché, ma famille vient me voir tout le temps. Augustin, t'en as plein des chocolats déjà, hein? Alors, t'as quel âge, toi? 4 ans. Bah, le problème, c'est que dès qu'il vient sur le marché, en fait, il y a tout le temps des tentations. Dédé lui donne du chocolat, des gâteaux. Noémie lui offre des biscuits. Donc, bon. Disons qu'il n'y a pas vraiment de déjeuner le samedi midi, quoi, après le marché. Tiens, mon cœur. Prends cette eau-là. Hop. Ouais. C'est calme, là. Moi, j'en mets partout, là. Oh, la vache. Wie in der Top, maar ser la dame. D'un point de vue comptable, du coup, comment tu t'en sors, sachant que ça fait maintenant 2 ans que ton entreprise existe? Oui, je peux commencer à vivre de mon activité au bout de 2 ans. Si je réponds à toutes les demandes de clients, j'ai du boulot tout le temps, en fait. Ça s'arrête jamais, jamais, jamais. Donc, moi, je me plains pas, je suis hyper heureuse. J'ai tout le temps des personnes qui découvrent ce que je fais, qui trouvent ça génial, même au bout de 2 ans. Mais tu pouvais financièrement tenir bon pendant 2 ans sans te verser de salaire? Alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais quand même à Pôle emploi. Donc tu percevais le chômage, en fait. Oui, en fait, quand j'ai quitté ma dernière entreprise, du coup, j'ai pu toucher le chômage, ce qui m'a permis quand même d'être un peu plus sereine pour le lancement de l'entreprise. Le plus gros challenge, c'est ça, c'est aussi de croire en ma légitimité. Parce que c'est quelque chose qui est difficile quand tu es en reconversion. C'est difficile de se dire que, OK, ce que je fais, c'est vraiment bien. En quoi je suis légitime par rapport à des personnes qui, à mon âge, normalement, ont 20-25 ans d'expérience. Ça commence à aller mieux. Mais c'est un peu le plus gros défi quand même de se dire que je ne suis pas là par hasard, je ne suis pas un imposteur. L'avenir, c'est d'être un peu plus sereine et de me dire que, OK, maintenant, je profite. Attention à toi. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. Quelques mois après notre rencontre, Agatha a été contrainte de stopper son activité. Elle nous explique les imprévus auxquels elle a dû faire face en tant qu'entrepreneur. Enfin, quand on a enregistré l'année dernière, moi, j'avais pas du tout dans l'idée d'arrêter mon activité. De façon très simple, c'est que j'ai été arrêtée à 5 mois de grossesse. Ce que je fais est hyper physique et puis surtout, moi, là, j'étais toute seule, donc je me déplace chez les gens ou dans les entreprises, etc. Donc, je passais mon temps à charger, décharger des choses. Sur le marché, c'était plus possible. La sage-femme m'a dit, il faut que tu arrêtes parce que c'est pas bon. Et puis, il se trouve que j'ai pas pu avoir de prévoyance parce que j'avais pas prévu d'être enceinte. Comme j'avais monté ma SARL une année avant, je m'étais dit je prendrai une prévoyance un peu plus tard pour pas me mettre tous les frais d'un coup. Donc, au moment où je suis tombée enceinte, j'ai pas eu de prévoyance. Et ce qui est très important dans le déroulé, c'est parce que du coup, j'avais rien du tout revenu. Parce que malgré la très très bonne nouvelle d'avoir un deuxième enfant, parce que mon premier enfant est né d'une PMA, donc c'est sûr que là c'était une surprise et c'était génial. Quand je suis tombée enceinte, j'étais censée me verser un salaire à partir de ce moment-là,
Et ça a tout remis en question parce que du coup, comme j'ai été arrêtée très tôt et que j'avais pas de prévoyance, ma trésor de l'entreprise a couvert en fait les impôts, le comptable, le crédit que j'ai sur mon utilitaire sur l'entreprise. Donc vraiment que des frais, pas du tout de salaire. Hein. Si je me suis dit c'est pas grave, je vais reprendre mon activité, ça va repartir. Et effectivement, même encore enceinte, j'avais déjà de la demande pour décembre. Enfin voilà. Tout s'annonçait bien. Lorsque j'ai repris mon activité en décembre, je suis tombée super malade. Couchée pendant 15 jours, pas savoir ce que j'avais les mains bloquées, donc outil de travail bloqué, donc je pouvais pas bosser. J'ai fini par faire des examens et puis c'est rien de grave, mais je me suis tapé une hépatite, donc c'est improbable parce que ça arrive plus. Mais donc ça m'a complètement anéanti tous mes projets de reprise pour décembre, parce que le mois de décembre, en tant que traiteur, quand tu le loupes, c'est très compliqué. Et en fait, tous mes gros événements prévus en décembre, j'ai dû tout annuler. Et ça a légèrement précipité l'arrêt de mon activité parce que en fait, je m'étais dit, c'est pas grave, j'ai une bonne reprise, je vais peut-être pouvoir me verser quelque chose quand même, etc. Sauf que là, il s'est rien passé. Et tout mis bout à bout, en fait, d'un coup, il fallait quand même que j'ai une nounou, parce que j'avais donc anticipé la reprise de mon activité, donc j'ai quand même recruté une nounou. Donc il a fallu la payer sans avoir rien gagné de mon côté. On a beaucoup discuté avec mon mari et en fait on s'est rendu compte que je pouvais pas continuer comme ça parce que moi ça fait 2 ans que je fais ça sans me verser de salaire. Moi, j'avais un peu de chômage encore au début, quelques mois, mais 2 ans sans me verser de salaire. Et effectivement le côté organisationnel pour la famille, en fait avec un enfant, c'était assez jouable, de combler les trous. Donc, mais là, avec les 2, c'est impossible, surtout avec un tout petit. Ça a vite apparu évident que je pouvais pas continuer comme ça. Et l'urgence un peu de gagner des sous, bêtement, pour payer la nounou, ça a précipité ma décision d'arrêter l'entreprise. Parce que pendant ce temps-là, encore une fois, le comptable, il prélève, les impôts, il prélève, l'URSSAF prélève. Donc, je savais qu'en plus, en janvier, je n'allais pas avoir d'activité. Donc, la reprise allait être vraiment très, très dure. Et en fait aussi, en étant malade, j'ai eu le temps de réfléchir. Et c'est vrai que le côté... je cavalais tout le temps. C'est sûr que c'est plus simple avec un job du lundi au vendredi avec des horaires, on va dire, de bureau. Ça n'a pas été une décision facile à prendre, mais honnêtement, ça va, quoi. C'est un moment de la vie. On sait que c'est une phase de la vie. Là, il faut prendre une décision pour le bien-être de la famille, des enfants, puis pour le mien aussi un peu. Voilà, mais j'y retournerai peut-être un jour. Ça fait 2 années incroyables, donc aucun regret. Sauf celui de ne plus voir mes petits clients chéris. Ça c'est vraiment dommage. Pour 2024, ça c'est une évidence que je me souhaite. Nous remercions Agatha pour son témoignage et nous lui souhaitons le meilleur. À bientôt pour un nouvel épisode de J'ai tout plaqué, un des podcasts d'Orange pour les pros.